bonjour à tout le monde. Alors, je me présente rapidement. Je suis Namira Ben Faharaki, je suis architecte, diplômée de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. J'ai fait une équivalence à l'École d'architecture de l'Université de Genève et ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'occupe de l'accessibilité. Avant, j'ai travaillé énormément j'ai travaillé pour la Suisse, pour la France, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, comme je le disais, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'accessibilité universelle. Donc, on peut aller à la slide. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, il va aborder bien naturellement l'accessibilité universelle, à qui elle s'adresse. Les références légales et normatives, ce sont les bases pour l'accessibilité universelle. Donc, si on n'a pas ces bases légales et normatives, on est un peu limité. La labellisation SNPS, les principes de base qui sont en lien, qui sont assez normés, qu'on va voir plus tard, les enjeux et pistes d'action, bien sûr le coût et quelques exemples qui ont été traités par mon bureau. Alors, l'accessibilité universelle, ça touche tout le monde. Donc, ça touche monsieur et madame tout le monde. Ça touche les personnes, particulièrement les personnes en situation de handicap. Le but de l'accessibilité aux bâtiments, c'est de donner la possibilité aux personnes qui sont en situation de handicap d'accéder au logement, d'accéder aux espaces de travail, d'accéder aux espaces, comment dirais-je, ouverts au public. Donc, le but, c'est que ces personnes puissent travailler, se loger, tout en ayant le choix de le faire. Si on résout le problème des personnes en situation de handicap, l'accessibilité universelle, donc qui concerne tout le monde, elle est, entre parenthèses, résolue. Donc, il y a les références légales existent. On a d'abord la Convention des Nations Unies qui a été ratifiée par la Suisse en 2015. La Convention des Nations Unies n'est pas une loi, c'est une convention. Les États parties signataires sont priés d'élaborer leurs propres lois en fonction de leur culture, de leurs moyens financiers, de leur politique et de s'y tenir. La Suisse, elle a élaboré une loi en faveur des personnes handicapées déjà en 2002. Elle est entrée en vigueur en 2004. Cette loi préconise l'accessibilité au chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 3 de la Hollande. Elle invite aussi les cantons à élaborer des lois qui sont plus en faveur des personnes handicapées. Je prends par exemple l'exemple de Genève qui a élaboré une loi, un article de loi 109 de la LCI qui renforce l'idée de l'accessibilité universelle. Donc, on n'a plus de quotas, contrairement par exemple à la loi fédérale où à partir de 8 logements, les logements doivent être adaptables. À partir de 50 places de travail, on doit avoir des places de travail qui sont adaptées aux fauteuils roulants, etc. La Genève, par exemple, si je prends le cas de Genève que je connais très bien, on n'a plus de quotas, c'est à partir de 2 logements, on exclut les maisons individuelles. Donc, à partir de 2 logements, les logements doivent être adaptables. À partir de la deuxième place de travail, les places de travail doivent être adaptées aux fauteuils roulants. Donc, la loi fédérale incite les cantons à faire mieux que la loi fédérale qui est la base. Les références normatives, donc pour l'accessibilité, on a 2 normes principales en Suisse. On a d'abord la norme mère, c'est la norme SIS 500, et la norme VSS et son annexe, c'est la norme qui prend l'accessibilité dans les espaces publics. Elle est entrée en vigueur en 2014, la VSS, elle complète la norme SIS 500 qui se base énormément sur les intérieurs. La norme SIS 500, elle est en révision, je pense qu'elle va entrer en vigueur, qu'elle va entrer... voilà, elle sera mise sur le marché, je pense, à partir de fin 2025. Et la norme VSS, elle est en vigueur depuis 2014. Donc, c'est un complément de la norme SIS 500.
On peut aller à la norme, justement, pourquoi elle est en révision? Parce qu'il y a eu des mises à jour qui ont vu le jour depuis 2011 jusqu'en 2019. Il y a eu des interprétations en 2018. Donc, la norme SIA 500, si vous avez déjà la version 2009, il y a des compléments et des correctifs qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de la SIA. Donc, il faut vraiment avoir la suite parce que sinon, il y a quand même des différences. Il y a encore des, comment dirais-je, des teneurs qui sont plus importantes, qui ont été mises à jour à partir de 2011 déjà. Donc, le domaine d'application de la norme SIA 500, il s'applique à tous les bâtiments. Dès qu'on dépose, entre parenthèses, on a un dépôt d'autorisation, que ce soit une nouvelle construction ou une transformation, la norme SIA est à appliquer. Donc, même dans la loi fédérale et les lois cantonales exigent que dès qu'il y ait dépôt d'autorisation d'une réalisation, aussi bien rénovation que nouvelle construction, le regard sur l'accessibilité doit être assez pointu. Après, il y aura des dérogations qu'on va voir par la suite. La présente loi, elle est déterminante si elle est exigée par exemple, le maître d'ouvrage, si elle est exigée par la Confédération. La Confédération, dans la OHAND, elle met la norme SIA 500 comme étant sa référence. Donc, si par exemple, il y a un bâtiment qui est subventionné par la Confédération, ce bâtiment, il est soumis à la norme SIA 500. Après, s'il y a encore des teneurs encore plus importantes, il faut aussi les considérer. La norme SIA 500, elle est valable sur le bâtiment, je dirais, l'activité ou l'affectation principale. Les affectations qui sont attenantes, elles peuvent tomber si la fréquentation elle est réduite, ou si on a une autre affectation, il faut voir l'affectation secondaire sous une autre catégorie. Donc, vraiment, décortiquer le bâtiment pour comprendre l'accessibilité de l'ensemble. Les exigences individuelles, c'est-à-dire surtout pour les adaptations, je pense là au logement, sont importantes, elles priment sur la norme. C'est-à-dire quand on est sur des logements à adapter, ce n'est plus la norme qui va être mise en avant, mais c'est plutôt les besoins individuels des personnes qu'on va interroger. Comme ça, on fait des adaptations, entre parenthèses, sur mesure. Les catégories, les grandes catégories et les domaines d'application de la norme SIA 500 sont 3. Après, il y a des sous-catégories. On a les espaces qui sont ouverts au public, les logements et les places de travail. Dans les espaces ouverts au public, on a après des sous-catégories ou des catégories bis, si on ose dire. C'est par exemple les hébergements, donc toutes les résidences, hôtels, etc. Là, c'est une autre façon de voir l'accessibilité aux chambres. Ce ne sont pas les chambres qui sont des chambres de logement, ce ne sont pas les sanitaires logements, ce ne sont pas les sanitaires ouverts au public. Je ne vais pas dire que c'est un entre-deux, mais c'est une sous-catégorie de l'espace ouvert au public. Les espaces de travail, comme par exemple, on a aussi des espaces ouverts au public, on a les espaces de travail, je pense aux magasins. Donc, on a une partie publique qui doit être accessible et doit être adaptée, je dirais, à un grand nombre. Et on a les espaces de travail qui doivent être adaptables aux besoins des travailleurs. Donc, même là, comme je disais tout à l'heure, il faut décortiquer le bâtiment et donner les catégories qu'il faut à chaque entité, à chaque utilisateur. La notion adaptable et adaptée qu'on retrouve aussi bien dans les normes que dans les lois sont assez spécifiques aux affectations. Donc, adaptable, on parle d'adaptable, tout ce qui est adapté au handicap de la personne. C'est beaucoup plus les logements qu'on va concevoir à l'état actuel comme étant des logements adaptables. Ça veut dire qu'on va enlever les seuils, qu'on va avoir des largeurs de passage utiles, des portes de 80 cm, etc. Donc, c'est la base de l'accessibilité universelle, mais qu'on va adapter par la suite aux besoins individuels d'une personne. Les espaces qui sont adaptés aux fauteuils roulants, ce sont les espaces où on ne connaît pas les utilisateurs. Donc, c'est des espaces généralement ouverts au public
ou on va concevoir adapté au fauteuil roulant. Donc, ce sont deux notions qu'il faut spécifier aussi en fonction des catégories dans lesquelles on se trouve. La norme SIA 500, elle est insuffisante concernant tous les bâtiments qui sont dédiés à la personne, je dirais grosso modo, vulnérable. Donc, les hébergements pour personnes âgées, les EMS, les hôpitaux, là, il faut vraiment faire en sorte que l'exploitant accompagne l'architecte dans la conception, accompagne le spécialiste dans les besoins spécifiques d'une maison de retraite dans un EMS. Construire un EMS qui accueille des personnes lourdement handicapées est différent par rapport à un EMS où on a des personnes qui peuvent encore se mouvoir, etc. Donc, l'apport des soignants, l'apport de l'exploitant, il est primordial aussi par rapport aux normes. C'est comme l'adaptation des logements par rapport au handicap de la personne. Donc là, c'est un accompagnement spécifique et la norme est insuffisante. Donc, elle reste quand même la base, mais elle est insuffisante pour accomplir. Et la parole, je dirais, des soignants, elle prime aussi sur la norme. Les dérogations, elles sont au cas par cas dans les rénovations. En principe, dans les nouvelles constructions, on n'a pas de raison de déroger parce que vu qu'on, dès la conception, on va intégrer la norme SIA 500, les principes de base, etc., il n'y a pas de raison de déroger. La dérogation selon la norme SIA 500, d'abord, il faut voir si on a des solutions alternatives. Donc, par exemple, on a une entrée alternative, on peut installer des moyens auxiliaires pour pouvoir rentrer dans un bâtiment, on peut aménager que le rez, mais on ne va pas aménager les étages supérieurs. Voilà, on va petit à petit jusqu'à arriver à faire tomber les choses parce que l'accessibilité n'est pas, voilà, le bâtiment, il est contraint du point de vue topographique, du point de vue technique, on ne peut pas faire grand-chose. À ce moment-là, on va déroger et la dérogation se fait aussi en fonction de la proportionnalité liée au financement de la rénovation. Au-delà de 20% du budget alloué, par exemple, à la rénovation, on l'explose en quelque sorte. Effectivement, à ce moment-là, la dérogation doit être justifiée, révisée avec ou les ingénieurs, avec des financiers également. Il faut vraiment avoir un justificatif qui tient la route pour pouvoir déroger. Donc, on essaie un peu de pousser la dérogation au plus loin, quoi. Concernant la labellisation SNBS, elle se base essentiellement sur la norme SIA 500 et aussi sur tout ce qui est directive et je dirais même réglementation. Si on va, par exemple, travailler sur un canton particulier, comme Genève, par exemple, là où je vous ai dit, on a les quotas qui tombent, donc tout ce qui est en faveur des personnes en situation de handicap, il est mis en avant. Les points qui sont à évaluer, je dirais que c'est grosso modo, c'est la qualité architecturale. Non seulement la qualité architecturale, on pense souvent à l'esthétisme, mais plutôt comment on construit en fonction de la norme SIA 500 sur le plan architectural. Donc, tout ce qui est dimensionnement permettant à une personne d'accéder et d'utiliser l'espace. La norme SIA 500, grosso modo, si on fait le parallèle, ne dit pas forcément comment on construit, mais pourquoi on le fait. Et dans l'évaluation sur le plan architectural, c'est comment dimensionner les espaces pour qu'un fauteuil roulant puisse accéder, pour qu'un fauteuil roulant puisse faire ses manœuvres. Sur le plan de l'adaptabilité, comment un objet peut évoluer, ça veut dire comment est-ce qu'on peut installer une plateforme élévatrice, est-ce qu'on peut adapter des sanitaires tout en installant des barres d'appui. Donc, l'évolution du bâtiment dans le temps, c'est aussi un critère d'évaluation. La facilité d'utilisation des espaces, je pense à tout ce qui est éléments de commande,
comment on peut accéder à un ascenseur, le positionnement des éléments de commande, les boutons d'appel, les positionnements par rapport au sol, par rapport aux personnes qui sont déficientes visuelles et auditives. Donc, tout ça, ce sont les points sur lesquels l'évaluation se fait pour le label SNBS. Les exigences de base, aussi bien de base que les exigences accrues, se basent sur une certification provisoire. La certification provisoire, elle est primordiale parce que c'est à ce moment-là qu'on va collecter un maximum d'informations concernant la norme SIA 500 ou les directives, comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'affectation et de la catégorie. L'autodéclaration responsabilise aussi bien les mandataires que les maîtres d'ouvrage sur la qualité de l'accessibilité qu'on veut offrir au bâtiment. Donc, tout est, je dirais, grosso modo, est centré sur cette certification provisoire parce qu'on va donner un maximum au début. Par la suite, ça va être un peu compliqué d'apporter de grosses modifications. Donc, pour la certification définitive, on se base sur la certification provisoire avec toutes les données qu'on a mises. Éventuellement, dans la certification provisoire, il va y avoir des réserves lors de l'obtention de l'autorisation qui doivent être absolument levées lors de la certification définitive. Pour ce qui est de l'exigence accrue bâtiment scolaire particulièrement, donc on détermine d'abord tout ce qui est objectif de base, on décortique aussi comme les bâtiments scolaires qui sont assez complexes, on a non seulement les salles de classe, on a les salles de sport qui sont ouvertes aussi ou par moment ouverts au public, donc utilisés le soir, donc ça devient des espaces mixtes. Donc le programme, il doit être bien défini, il doit être bien défini avec la fiche de contrôle aussi à compléter qui va être renforcée lors de la certification définitive avec la prise de photos, avec des plans côté. Ça veut dire qu'on on a tout posé dès le début avec la définition des objectifs qui doivent être, comment dirais-je, pointus dès le début parce que par la suite, ça va être un peu compliqué pour rattraper. Les exigences accrues aussi pour l'évaluation se basent aussi sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur les 3 grands thèmes de l'accessibilité universelle, à savoir sur le plan architectural, l'adaptabilité et les évaluations. Il y a un outil de contrôle qui est sur le site de SNBS. On a l'affectation, donc là, il se base particulièrement sur les exigences accrues. On se base sur les logements, l'administration et les utilisations du rez-de-chaussée. Pourquoi on n'utilise pas, il n'y a pas les écoles? Parce qu'il y a, j'ai oublié de le dire, il y a une liste de contrôle concernant les exigences accrues bâtiments scolaires et cette liste de contrôle, la 062, elle est téléchargeable sur le site de Architecture sans obstacle, le centre spécialisé suisse. Si on arrive à checker ces points sur la liste de contrôle, l'accessibilité, je dirais, elle est pratiquement à 90% pour être un peu sévère, résolue. Sur l'outil qui a été mis en œuvre par SNBS, c'est pratiquement le même principe que la fiche 62, avec des exigences un petit peu différentes, parce que les exigences de base, on les verra plus tard, c'est toujours les mêmes. On se base sur les catégories qui ont été établies, donc logement, administration et affectation des rez-de-chaussée. Et on a deux grands types de travaux, les nouvelles constructions et les rénovations. Après, il y aura le barème qui est établi, les points. Donc, il y a un contrôle qui est assez ludique. Pour les barèmes, donc, on se base, comme je disais, sur les catégories. Il y a aussi la mise en avant des autres labels comme l'EA, si on est sur, par exemple, le logement. Si le maître d'ouvrage certifie que son bâtiment logement est certifié, labellisé Léa, donc il peut avoir, cette labellisation peut aussi entrer en vigueur par rapport à l'obtention du label SNBS.
Il y a aussi la plateforme SNBS, il y a les mesures, les grandeurs mesurées et la liste des justificatifs à fournir. Donc, on est toujours sur les mêmes principes que je dirais, voilà, les mêmes principes de base. D'abord, travailler sur l'avant-projet. Enfin, ça, c'est hyper important, constituer un dossier assez solide à l'avant-projet, un suivi tout le long des phases SIA à renforcer et à, comment dirais-je, lever les réserves au fur et à mesure de l'évolution du projet et ne pas attendre jusqu'à la fin pour fournir des justificatifs ou fournir des plans, comment dirais-je, accessibles et conformes à la norme SIA 500 aux directives qui ont été élaborées dès l'avant-projet. Les références, donc d'abord, ce sont les références qui sont, sur lesquelles on se base, c'est d'abord la loi, donc la Hollande, ou bien les lois cantonales, si elles sont en faveur des personnes en situation de handicap plus que la loi fédérale, généralement elles le sont parce que c'est une exigence. Après, on a bien entendu la norme SIS 500 qui est la base, la VSS que je n'ai pas notée, mais qui est aussi primordiale dans les espaces extérieurs, les directives et les fiches techniques qui sont élaborées par ProCap, ProInfirmis et le centre spécialisé suisse, c'est Architecture sans obstacle. Donc, c'est ça les références de base sur lesquelles il faut se référer. Quand il s'agit, justement, je répète pour synthétiser, quand il s'agit de résidence ou MS pour personnes âgées, il faut aussi impliquer les exploitants dès l'avant-projet. Donc, les principes de base concernant l'accessibilité universelle, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on a des dimensionnements qui sont en lien avec les auxiliaires à la marche, les aides à la circulation. Les auxiliaires à la marche, c'est tout ce qui est canne, chien, guide. Ça, ce sont les auxiliaires qui aident la personne à marcher. Les aides à la circulation, c'est fauteuil roulant, déambulateurs, qui ont des dimensionnements qu'on doit prendre en considération dès le début de la conception. Donc, selon la norme SIA 500, si on veut parler entre parenthèses de modulor, la norme, on a le fauteuil roulant à l'intérieur des bâtiments qui a une dimension de 70 cm par 1,30 m de long. On peut bien entendu avoir des fauteuils roulants plus petits et moins larges, comme on peut avoir aussi des fauteuils roulants beaucoup plus longs et beaucoup plus larges. Donc, la moyenne, c'est le fauteuil roulant normé, comme le module de base, c'est 70 cm de large et 1,30 m. À l'extérieur, c'est 1,80 m. Et de là, on découle, sur la prochaine slide, on découle les surfaces de manœuvre, les vides utiles de passage, où on a, par exemple, pourquoi on a identifié les 80 cm, parce qu'on a 70 cm de fauteuil roulant, on a une marge de 5 cm de part et d'autre pour que la personne ne s'écorche pas les mains en déambulant. Les surfaces de manœuvre qu'on voit souvent, où on dit arriver à un palier, en sortant de l'ascenseur, on doit avoir des paliers de manœuvre de 1,40 m par 1,40 m. C'est aussi en fonction du fauteuil roulant à l'intérieur pour pouvoir faire qu'un quart de tour. Il y a bien évidemment des fauteuils roulants, comme je disais tout à l'heure, plus longs et plus larges. Je pense aux fauteuils roulants de sport qui sont beaucoup plus larges les roues sont beaucoup plus larges pour avoir une plus grande stabilité. Et quand on est en face de ce genre je dirais, d'affectation, les espaces de sport, prendre en considération le type de sport, le type de fauteuil roulant qui est utilisé. Parce qu'avec les 80 cm, un fauteuil roulant de sport ne peut pas accéder à un espace ou bien au sanitaire. Donc, tout le process doit être vu. Est-ce que la personne, elle va faire un transfert sur un autre siège pour aller au sanitaire ou elle va aller jusqu'au sanitaire avec son fauteuil roulant et se transférer à la douche? Donc, tout ça doit être vraiment étudié avec les personnes concernées
les clubs de sport ou surtout quand il s'agit de sport de haut niveau. Donc, autre chose qui revient très souvent, ce sont les seuils. Effectivement, les seuils ne doivent pas, les seuils aérosols à l'intérieur des bâtiments ne doivent pas dépasser les 25 mm. Ça, on le voit souvent dans la norme SIS 500. Par contre, il y a un conflit d'usage dans les espaces extérieurs où un ressaut inférieur à 25 mm, il n'est pas détecté à la canne. Donc, dans les espaces publics, il faut concilier entre les usagers et avoir un ressaut minimum pour que la canne blanche puisse le détecter et avoir une lecture au sol claire, lui identifiant par exemple un abaissement de trottoir pour pouvoir traverser, aller au droit de passage, etc. Ou bien c'est un ressaut qui est beaucoup plus haut, ça veut dire qu'elle est toujours sur un trottoir, elle n'est pas sur la chaussée. Donc, voilà, et ça, on le trouve sur la norme VSS 640-075 qui définit comment accéder d'un espace à un autre sans qu'on bute, parce que c'est haut, 3 cm, c'est haut pour un fauteuil, et qu'on puisse le détecter à la canne. Il y a aussi d'autres moyens de le faire. Je vous invite à regarder la norme, la VSS, si jamais vous êtes sur l'espace public. Pour les sanitaires, c'est ce qui revient aussi le plus souvent, ce sont les sanitaires qui sont adaptés aux fauteuils roulants dans les espaces ouverts au public. C'est différent par rapport aux sanitaires des logements. Pourquoi cette configuration? Il y a eu une étude qui a été faite répertoriant les différents transferts. Donc, on a un transfert de biais, de face et de côté, d'où la conception d'un WC qui puisse répondre à un maximum de personnes. Les WC ouverts au public, ce sont des WC qui sont adaptés aux fauteuils roulants et adaptés aux fauteuils roulants normés. Donc, on peut avoir par exemple une plainte en disant voilà, je suis allé à un centre commercial, je n'ai pas pu aller au WC parce que je n'ai pas pu faire mes transferts. Si le WC il est adapté, il est conforme à la norme SIS 500, donc on a fait dans les normes. Après, tout dépend du fauteuil roulant que la personne peut avoir et tout dépend du handicap. Effectivement, on ne peut pas répondre à 100% de la demande. Donc, c'est à la majorité des personnes qu'on a fait ce genre de conception. Quand on est, par exemple, dans des espaces où on a 2 sanitaires, c'est bien d'avoir des sanitaires en miroir, de sorte à pouvoir accéder à la cuvette à droite ou à la cuvette à gauche, tout dépend du local, tout dépend de la position, enfin, de ces locaux sanitaires dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont handicapées du côté gauche, qui ne peuvent pas utiliser les sanitaires qui sont à gauche et ne peuvent pas utiliser, et plutôt ils vont utiliser les sanitaires qui sont installés côté droit d'un local. Les franchissements de niveau, on a plusieurs points. On a bien sûr les escaliers qui sont infranchissables en fauteuil roulant, mais qui sont très demandés, même dans les résidences pour personnes âgées, parce que ça incite à l'exercice. Les personnes peuvent se muscler, quand ils ont des exercices de rééducation. C'est aussi un moyen intéressant pour le faire. On a les ascenseurs, donc bien sûr les dimensionnements sont en fonction des dimensionnements du dimensionnement du fauteuil roulant. Le positionnement des boutons d'appui et des boutons d'appel doivent être aussi bien pour les personnes qui sont assises, donc pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, et en relief pour les personnes qui sont déficientes visuelles. Il est conseillé d'avoir des annonces vocales et d'avoir aussi des indications visuelles pour les personnes qui sont déficientes auditives. Les rampes sont plutôt plébiscitées à l'extérieur, beaucoup moins à l'intérieur. Au-delà d'un franchissement de 1,50 m, on doit avoir des paliers de repos. Elles doivent être munies de mains courantes et voilà. Donc, il y a certains points qu'on doit respecter pour avoir des rampes. On dit souvent les rampes de 6%. Il ne faut pas oublier que le 6%, c'est un maximum.
les dérogations commencent à partir de 10% et au-delà de 12%, les rampes deviennent plutôt accidentogènes. Les éléments comme les plateformes élévatrices et les montes-escaliers ont le mérite d'exister, mais elles sont compliquées à utiliser. Il nous faut une reclé. Souvent, ces plateformes ne sont pas utilisées par tout le monde. Elles tombent en panne parce que, voilà, vu que l'usage n'est pas fréquent. Donc, au moment de les utiliser, on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, vraiment les utiliser quand on n'a pas la possibilité de faire autrement. Mais elles ont quand même le mérite d'exister, ça je ne peux pas dire le contraire. Concernant, je vais juste parler reviens juste en arrière, Erwan. Les mains courantes sont ils sont importants pour les escaliers parce que ce sont des éléments de guidage et des éléments de maintien. Donc, ne jamais commencer les marches, commencer les mains courantes au-delà du commencement de la première marche, ni les terminer avant la dernière marche. Il faut vraiment qu'ils accompagnent la marche parce que ça donne un renseignement aux personnes qui sont déficientes visuelles du début de l'ascension à la fin. Si on les arrête au milieu, on peut provoquer la chute d'une personne. Les marquages des marches sont primordiaux parce que ça indique aussi le début en descendant, on peut différencier les nez de marche et les marches. Le revêtement ne doivent pas, de préférence, être, comment on dit, mouchetés. Ils doivent être uniformes pour pouvoir non seulement mettre les marquages des nez de marche et la visibilité quand on descend, on peut différencier entre les marches et ne pas tomber. Autre chose concernant aussi les éléments aussi de base, c'est les marquages des vitres. Souvent, les personnes qui sont malvoyantes et non pas les personnes aveugles, on a à peu près dans la population des personnes qui sont déficientes visuelles, on a à peu près 93% de personnes qui sont malvoyantes et que 7% qui sont des personnes qui sont aveugles. Donc, la proportion de la malvoyance, elle est beaucoup plus importante et c'est pour cette raison qu'on insiste sur, par exemple, les marquages, comme je disais tout à l'heure, des marches, le marquage des vitres pour éviter les accidents, avoir des marquages de vitres entre 1,40 m et 1,60 m à hauteur des yeux pour pouvoir différencier ce qui est transparent de ce qui est, je dirais, accidentogène. Même si on est sur des portes coulissantes, il faut les marquer. La signalétique doit être contrastée et doit être compréhensible. On a aussi la possibilité de faire des inscriptions fantaisistes, mais à côté, avoir des inscriptions qui soient compréhensibles par tout le monde. Concernant les logements, ce qui revient le plus souvent, ce sont les chambres. Selon la norme SIS 500, on a les chambres qui ne doivent pas avoir une surface inférieure à 14 mètres carrés. S'assurer qu'on ait bien une surface de manœuvre à côté, d'un côté du lit et d'un côté, et vers l'armoire. On oublie souvent que l'accès à la fenêtre doit être autonome, donc ne pas mettre les fenêtres, ou bien avoir une fenêtre qui s'ouvre et accessible en fauteuil roulant. Et même avec les 14 mètres carrés, quand on regarde le schéma, on se rend compte qu'à droite, l'accès au lit pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, il est vraiment réduit. On est à 20 cm uniquement. Donc, pour un fauteuil roulant, il faut vraiment un minimum de 14 mètres carrés. Après, il y a à Genève, on a une autre façon de mesurer où on a plutôt 4,60 m et la surface, elle en découle sur 3 mètres et la surface en découle en fonction du positionnement des armoires et du lit, etc. Par la suite, on a les sanitaires. Justement, les sanitaires sont adaptables au fauteuil roulant. Donc, ce qui entre en compte, c'est plutôt les surfaces au sol, la possibilité aussi de déposer, par exemple, la baignoire et de la transformer en douche à l'italienne. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un WC attenant à une paroi pour pouvoir aménager des barres d'appui éventuellement.
On recommande d'avoir des renforcements si ce n'est pas des murs porteurs pour que le mur puisse accueillir une barre d'appui. L'idée dans l'adaptabilité des logements, c'est d'avoir des logements à adapter dans le futur à moindre frais. Donc, dès le début, on pense quand même à comment adapter un logement en ayant un minimum de travaux à faire et les moins coûteux. Les WC dans les salles, dans les logements, selon la norme SIA 500, aucun mur ne doit faire moins de 1,20 m. Ce sont des sanitaires, bien entendu, qui ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants. Ils peuvent être utilisés par une personne qui peut se mettre debout tout en étant en fauteuil roulant, mais elle peut se mettre debout, faire un pas, utiliser ces sanitaires en ayant la porte ouverte, mais ce ne sont pas des sanitaires qui sont adaptés aux fauteuils roulants. Donc, dans les logements, la norme SIA 500 permet d'avoir ce genre de WC qui ne sont pas conformes aux fauteuils roulants. Sur les extérieurs, les choses qui reviennent assez souvent, ce sont les revêtements. Donc, les revêtements pour les personnes qui sont en situation de handicap, utilisant des auxiliaires ou des aides à la circulation, ce sont des revêtements qui sont en dur, donc carrossables. Bien sûr, on a le béton balayé, le trottoir, genevois. Le béton désactivé, il est très intéressant, mais à la pose, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une accumulation d'agrégats qui peuvent former des aspérités et qui peuvent, sur une longue distance, peuvent provoquer des secousses. On a d'autres revêtements qui ne sont pas très recommandés. En l'occurrence, c'est le revêtement pavé en pierre naturelle. Les revêtements pavés en béton et surtout s'ils sont filtrants, donc ils sont perméables, donc c'est bien. Par contre, les pavés en pierre naturelle, même s'ils sont usinés, des tests ont été faits. Le problème, c'est la succession et la multiplication des joints, la multiplication des joints, l'aspérité aussi de la pierre fait que ça provoque énormément de secousses qui font que les personnes qui sont en fauteuil roulant puissent avoir des spasmes, et c'est ce qui est, voilà, c'est pas très recommandé, surtout sur les longues distances. Et quand, par exemple, la personne fréquente énormément, voilà, c'est son espace de circulation pour aller d'un point A à un point B. Le fait d'utiliser cet espace 3 ou 4 fois par jour, c'est vraiment contraignant pour une personne qui est en situation de handicap et qui est en fauteuil roulant. Les pavés naturels avec des joints plus ou moins serrés peuvent être aussi contraignants pour les personnes qui se déplacent avec une canne. La canne, elle croche et ça peut aussi engendrer des chutes. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des pavés, même s'ils n'ont pas de joints, des pavés à joints meubles avec du sable, mais avoir une bande de roulement qui va entre 1,20 m à 1,80 m pour faciliter le croisement de deux personnes. Ça facilite le déplacement des personnes qui sont avec des auxiliaires à la marche. Les sols meubles qui sont maintenant très recommandés pour tout ce qui est perméabilité. Donc, il y a de tout. Donc, bien sûr qu'on a le gravier qui n'est pas accessible au fauteuil roulant, qui n'est pas accessible au vélo. Donc, ce qui ne l'est pas, il ne l'est pas pour tout ce qui est à roues. Le limonade, c'est un peu, qui ressemble un petit peu au stabilisé. Le stabilisé, il est intéressant s'il est compacté. Donc, du coup, quand il est trop compacté, il n'est pas perméable. Le stabilisé, il ne faut pas l'installer quand on a une rampe, il devient glissant. Les gravillons migrent. Il faut avoir énormément d'entretien pour qu'il n'y ait pas la formation des nids de poules. Il est pas très intéressant en temps de pluie parce que les personnes en situation de handicap, surtout qui se déplacent avec fauteuil roulant
à l'intérieur et à l'extérieur, on a tous ces gravillons qui se retrouvent dans les roues, qu'ils retrouvent aussi chez elles. Donc voilà, c'est un inconfort considérable, mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas accessibles. Le pavé gazon, on le retrouve souvent dans les places de parking, mais c'est à déconseiller quand il s'agit de places de parking pour personnes en fauteuil roulant ou même avec un accompagnant qui dépose une personne qui a avec un rollator, par exemple, ou un déambulateur. C'est pas pratique, c'est pas praticable en fauteuil roulant ni avec un auxiliaire à la marche. Donc, c'est à éviter, les pas japonais non plus. Donc, on peut les poser dans les cheminements secondaires. Ça veut dire que dans les cheminements principaux, on a des revêtements qui sont carrossables et dans les cheminements secondaires, on peut éventuellement poser ce genre de revêtements. Pour les espaces de jeu, les aires de jeu, on a souvent les copeaux qui ne sont pas accessibles pour les enfants en fauteuil roulant. On pense aussi même aux parents qui accompagnent les enfants, qui veulent se rapprocher le plus, partager un moment agréable avec les enfants, peut-être avoir des sols amortissants. Le Corken, par exemple, il est très intéressant, il amortit les chutes et il est accessible en fauteuil roulant. Donc, voilà, essayer d'avoir un peu de tout pour pouvoir donner la possibilité aux enfants aussi d'accéder aux aires de jeu qu'on va voir par la suite. Donc, tout ce qui est aussi, par exemple, les écoles. On a à Genève, je vois pas mal de projets qui passent où on prône l'accessibilité universelle dans les écoles. Il y a des jeux qui sont accessibles, il y a des jeux qui sont dédiés uniquement au fauteuil roulant, comme la balançoire qui est au milieu, qui est métallique. C'est une balançoire qui est uniquement pour fauteuil roulant. Par contre, le tourniquet, c'est un jeu qui est inclusif. Donc, voilà, intégrer ce genre de réflexion dans les écoles, ce genre de réflexion aussi en temps de chaleur excessive, d'avoir par exemple des champignons pour rafraîchir les enfants. Les parents, surtout dans les pataugeoires, il n'y a pas toujours de dispositif de mise à l'eau. Donc, arrivé à un certain âge, les parents ne peuvent pas forcément porter l'enfant et le mettre à l'eau. Donc, dans les conceptions, essayer de penser un peu non seulement à la personne qui est en fauteuil roulant, mais aux proches aidants pour un peu les soulager. Donc, bénéfice-coût, donc il y a une étude qui a été faite en 2010 à l'université de Zurich, où il est ressorti que si on veut faire un projet très peu coûteux, donc prendre la problématique de l'accessibilité universelle dès la conception, dès la réflexion, ça évite les surcoûts. Il y a aussi une étude, c'est la même étude qui a mis en avant le fait que les mesures qui sont prises en compte pour les personnes en situation de handicap sont bénéfiques pour pratiquement tout le monde. Donc, il y a un tiers de mesures qui sont juste dédiées aux personnes handicapées. Je pense aux places de parking, par exemple. Donc, les exemples qui ont été traités, moi, j'en ai pris que 3. Donc, il y avait une résidence pour personnes âgées. Après, c'est une rénovation d'un hôtel. Et la troisième, c'est une nouvelle construction. Donc, on se base sur d'abord l'identification de la catégorie. Comme ça, on oriente dès le début le maître d'ouvrage sur quelle catégorie il est, quelle est la norme qu'il faut suivre, où est-ce qu'on est, si on est à Genève, si on est sur quel canton on travaille. Donc, on doit travailler sur les directives et les réglementations qui sont propres au canton. Après, on identifie l'accessibilité par des codes couleurs, si c'est accessible, c'est vert, etc. Avec les pictogrammes, on identifie le public cible qui est touché par le point d'accessibilité qui est analysé. Après, par exemple, pour tout ce qui est on va à la slide prochaine. Donc, les nouvelles constructions, c'est un suivi qui est à toutes les phases pratiquement, à la demande, bien entendu, du maître d'ouvrage, où on évolue en fonction de l'échelle qui est mise à disposition.
Si le maître d'ouvrage, par exemple, il a un concept d'accessibilité, il faut qu'il soit mis en avant dès le début, parce que les concepts d'accessibilité, par exemple, les accompagnements, par exemple, servir, si on parle de restaurant, tout le monde est servi à table, donc on n'a pas les self-service, par exemple, dans les espaces de travail. Donc ça doit être mis en œuvre dès le début pour que le spécialiste ou les mandataires le prennent en considération en amont, en avant-projet pour la conception. Pour les rénovations, par exemple, c'est une étude au cas par cas parce qu'on ne peut pas appliquer les normes qui sont en vigueur ou les règlements. Il y a parfois, on a des cas où on a des sanitaires qui sont plus petits, donc on essaie de faire au mieux et l'étude doit se faire au cas par cas avec des propositions qui sont à vérifier, à étudier avec les mandataires. Les évaluations, une fois un bâtiment réalisé, on peut se baser sur se baser sur les plans qui sont mis à jour, finis, et sur l'expertise sur place, donc la prise de mesure, prise de photos, et voir si la personne elle a appliqué la norme SIA 500, quelles sont les réserves à mettre en œuvre, quelles sont les évaluations et les évolutions de ce projet, mettre en garde le maître d'ouvrage. Par exemple, je prends l'exemple des renforcements des parois, qu'il n'y a pas des parois dans les sanitaires des logements. On conseille au maître d'ouvrage d'en installer lors du chantier, mais si ce n'est pas fait, on va conseiller que si c'est à mettre en œuvre une fois que la personne le demande, que ce soit à la charge du maître d'ouvrage qu'à la charge de la personne. Parce qu'une fois vieillissante, la personne, voilà, avec la retraite, c'est un peu difficile de faire des travaux lourds pour installer une barre d'appui. Donc, voilà, rendre le maître d'ouvrage attentif à la suite, à l'évolution de son projet et au vieillissement de la population. Les références qui sont à prendre en compte, bien sûr, hormis les normes qui sont en vigueur, les règlements, il y a Habitat pour personnes âgées, justement tout ce qui est EMS, IEPA, c'est important. Concernant la liste, pour les bâtiments scolaires, c'est que vous allez trouver sur le centre suisse. Il y a énormément de choses qui existent concernant la déficience auditive, qui est une déficience, je dirais un handicap invisible, qui est, voilà, on est généralement dans les espaces publics où on met les mesures pour l'audition, dans les salles de conférence, dans les salles de classe, à ne pas négliger. Il y a énormément de choses qui se font du point de vue technique, les connexions via les smartphones. Donc, se mettre à la page avec les acousticiens, c'est important pour l'accompagnement de ces projets. Aire de jeu, c'est Dank Anmisch, ils ont cette documentation pour l'intégration des enfants, surtout dans les écoles et dans les espaces de jeu. Il y a une documentation qui est assez importante pour voilà, prendre en considération ces enfants dans des aires de jeu où on ne les voit pas. Voilà, ils sont là pour regarder, mais à un moment donné, il faut qu'ils soient quand même actifs. Donc voilà, pour conclure, l'accessibilité ne se limite pas uniquement au fauteuil roulant, il y a d'autres handicaps. Si on prend l'accessibilité dès le début, ça ne coûte pas cher. Elle est utile pour tout le monde. On permet aussi aux personnes qui sont vulnérables, qui font partie aussi de la société, d'intégrer aussi bien les logements que les places de travail et pour pouvoir aussi participer pleinement à la société, à leur épanouissement également. Donc, si vous avez des questions… Alors, merci beaucoup, Namira. On va regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le Q&R. On les lira à tout le monde et puis comme ça, on pourra y répondre en direct.
Alors, je laisse juste un petit peu de temps si des gens doivent avoir des questions. Sinon, vous pouvez lever la main à la limite et puis j'active votre micro aussi, c'est aussi une possibilité. Personne n'a de questions? Oui, alors madame, je vais vous ouvrir votre micro. Voilà, vous pouvez activer votre micro, madame. Bonjour, je suis Sabine Rickboer et actuellement j'accompagne un projet SNBS quartier. Le projet est en phase de construction et on va s'occuper des locations des surfaces commerciales. Ma question, c'est comment on peut déjà agir maintenant, sachant que les surfaces commerciales ne sont pas encore attribuées, mais qu'on a quand même quelques idées, notamment d'un centre médical, et quelles seraient les possibilités de mise en garde ou d'information à l'architecte ou au maître d'ouvrage pour justement que, par exemple, ce centre médical ait toutes les caractéristiques pour l'accessibilité. Dans ce cas de Merci. figure, merci. Dans ce cas de figure, c'est les cabinets médicaux doivent être bien entendu accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les sanitaires surtout doivent être adaptés aux fauteuils roulants pour pouvoir justement faire les échantillons d'urine, etc. Donc, les mises en garde, comme c'est des espaces qui sont au rez, c'est des espaces qui sont ouverts au public, donc ils doivent être adaptés aux fauteuils roulants. Ils doivent être conformes à la norme SIA 500. On n'est pas dans des résidences, par exemple, aux personnes âgées, où on doit inclure les exploitants, mais là, on est typiquement dans des espaces qui sont ouverts même à pas au grand public, mais quand même à une catégorie de personnes qui sont à considérer, je dirais que ça doit être adapté au fauteuil roulant, grosso modo. Et avoir, par exemple, dans les espaces là où il y a la consultation, il faut qu'il y ait des dégagements de 1,40 m par 1,40 m à côté, justement, de le lit pour consultation. Après, voilà, le médecin doit s'équiper avec des, comment dirais-je, des bancs de consultation adaptés à sa patientèle. Donc, ça, c'est les aménagements qui viennent par la suite. Et juste une petite précision concernant justement, vu que vous avez parlé d'un SNBS quartier, c'est que la construction sans obstacle, le critère 122, est justement l'un des critères qui figure, lui, uniquement dans le SNBS bâtiment, mais pas dans le SNBS quartier. Vu que dans le SNBS quartier, il n'y a pas un focus qui est fait sur les bâtiments. Donc là, tous les conseils qui vous ont été donnés, c'est vrai, sont pas dans le cadre de l'évaluation à proprement parler SNBS quartier, mais vraiment dans le cadre plus du respect de la norme SIA 500. Mais c'est vrai que c'est l'un des critères qui ne figure pas dans les deux labels. Alors, merci à tous les deux. Je regarde s'il y a encore des questions. Donc, on nous a demandé s'il y aurait les liens directs sur les sites internet et la documentation. Donc, le tout sera disponible sur le site du SNBS dans quelques jours. On vous enverra un mail pour vous informer dès que ça sera fait. On a également une autre question de Madame Agiage. Bonjour, quels seraient les éléments à intégrer dès l'élaboration de PA? Donc, c'est PA. Oui, justement, PA, est-ce que ça vous parle? Ça doit être les plans d'affectation, je pense. Ok. Ça, ce serait peut-être plus pour tout ce qui est extérieur, je pense, pour les espaces communs extérieurs, à mon avis. Non, grosso modo, si c'est les espaces extérieurs, donc si on prend comment dirais-je, la chaîne de déplacement d'une personne handicapée, donc on la prend par rapport à un arrêt de bus, par exemple, jusqu'au bâtiment, donc on est là dans l'espace extérieur adapté au fauteuil roulant.
S'il s'agit de logements, ça veut dire même quand on rentre dans le bâtiment, on est toujours dans un espace ouvert au public. Arriver au palier de porte et en entrant à l'appartement, là, on est dans un espace qui est privé, donc on est dans un espace adaptable. Si j'ai bien compris la question de PA, hein, donc voilà, c'est un cheminement qu'on doit considérer de l'arrêt de bus pratiquement jusqu'au logement, tout en différenciant qu'est-ce qui est adapté au fauteuil roulant et donc ouvert au public et qu'est-ce qui est privé, adaptable, et c'est le logement. J'ai activé le micro de Madame AGH si vous voulez préciser si c'était bien de ça dont vous parliez dans votre question. Vous pouvez activer votre micro volontiers. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre réponse. Ça répond effectivement en partie à ma question, mais en fait, j'aurais également aimé savoir si on pouvait aussi aller plus loin, parce que dans les PA, en fait, dans le cadre d'élaboration de PA, on rédige également des règlements. Et dans ces règlements, on peut avoir des objectifs de durabilité et des choses plus ou moins contraignantes. Et je voulais savoir si on pouvait s'appuyer sur certains éléments pour vraiment imposer au niveau aussi du bâtiment certaines attitudes. Donc, ce serait par exemple imposé dans un plan d'affectation pour, dans le cadre, si je fais le lien avec le SNBS, ce serait par exemple imposer une note minimale à ce critère. Ce serait peut-être ça l'idée, si vous voulez vraiment aller le plus loin possible, ou alors peut-être vous baser sur l'outil d'aide qui est disponible en disant qu'il faut remplir un minimum de mesures pour avoir le maximum de points. Ce serait peut-être juste ça qui serait envisageable. D'accord. Donc, ok, ça serait plus dans le SNBS quartier, dans cette. On a des concepts, c'est ça, dans SNBS Dans bâtiment, justement, dans SNBS bâtiment. Ouais, parce que justement, la construction sans obstacle ne figure pas dans le SNBS quartier. Okay, donc, dans le SNBS quartier, il faut plus, disons, vous pouvez vous inspirer un peu de ce qui est indiqué dans le SNBS bâtiment, mais ça ne va pas être évalué. Mais ensuite, tout ce qui, de toute façon, il ne faut pas oublier que le label SNBS et puis tous les outils qui y figurent peuvent être repris dans d'autres cadres, hein, indépendamment d'une procédure de certification. Donc, il n'y a pas de problème de se baser là-dessus pour s'en servir, pour améliorer la qualité d'un projet en y faisant référence directement, en faisant référence aux documents fiches critères et aux critères 122 construction sans obstacle. C'est tout à fait possible. C'est le but du SNBS, c'est aussi de tirer un peu tous les projets vers l'avant. Donc, c'est vrai que la certification a une évaluation, mais vous pouvez, vous aussi, dans vos propres documents, imposer des exigences qui aillent encore plus loin. Et légalement, on est soumis quand même à l'accessibilité universelle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on ne peut pas dissocier. On ne peut pas concevoir un bâtiment accessible à 100% et les abords ne le sont pas. La connexion avec les transports publics ne l'est pas. Donc, il faut qu'il y ait quand même une chaîne de déplacement d'une personne en fauteuil roulant ou une personne aveugle de l'extérieur. Comme je disais, l'arrêt de bus, par exemple, c'est un élément fort dans l'espace public jusqu'au palier de sa porte, quoi. Donc, tout ce cheminement, la chaîne de déplacement ne doit pas être rompue. Sinon, la personne, elle ne peut pas… voilà, elle est à un moment donné contrainte de s'arrêter. Et là, vous pouvez justement appliquer pour ce genre de choses, aussi bien pour SNBS que du point de vue légal, vous pouvez utiliser la norme SIS 500 et ses correctifs et la VSS 640-075. Là, vous avez, c'est complété pour voilà, l'accessibilité universelle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Merci pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez toujours lever la main et j'autorise votre micro si vous préférez poser la question de vive voix, il n'y a pas de souci.
Bon, si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on clôture cette lunch session. Merci à tous et toutes d'avoir participé. Et puis, comme informé, vous retrouverez le support ainsi que la vidéo sur notre site internet. Merci à Namira pour cette très instructive présentation. Et puis, au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine session.